Alors, bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Maître Fabrizio Mancuso, président du comité de liaison avec la Cour supérieure en matière familiale, et je vous souhaite la bienvenue à cette formation organisée par le Barreau de Montréal. L'honorable juge Sébastien Varencourt nous présentera le projet pilote de coordination parentale de la Cour supérieure, dont l'arrivée dans le district de Montréal a été annoncée le 11 décembre dernier, tandis que Maître Véronique Collard, avocate, médiatrice et coordonnatrice parentale, nous dira pour mieux reconnaître les différents niveaux de conflits parentaux dans le cadre d'une séparation. En débutant, permettez-moi de remercier les partenaires du Barreau de Montréal, soit le CAIJ, Mon Petit Recrutement Ressources humaines et la financière des avocates et avocats. Veuillez noter qu'il y aura une période de questions à la fin de la conférence. Tout au long de celle-ci, vous êtes invités à inscrire vos questions dans la section questions-réponses située au bas de votre écran et nos intervenantes se feront un plaisir d'y répondre à la fin. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter nos formateurs du jour, l'honorable juge Sébastien Vaillancourt et maître Véronique Collard. Je vous invite, oui, voilà. Donc, l'honorable juge Sébastien Vaillancourt est juge à la Cour supérieure du Québec depuis 2018 et juge coordonnateur de la Chambre de gestion familiale depuis 2022. Au moment de sa nomination à la Cour supérieure, il était juge à la Cour du Québec, Chambre civile depuis 2016. Avant sa nomination à la magistrature, le juge Vaillancourt a pratiqué en droit de la famille et en droit civil en cabinet privé à Montréal de 1995 à 1999, puis au bureau d'aide juridique de Longueuil de 1999 à 2015. En 2015, il est devenu directeur général adjoint du Centre communautaire juridique de la Rive-Sud. Pendant sa carrière d'avocat, il a enseigné à l'École du barreau du Québec et a donné plusieurs conférences dans le cadre de la formation continue du barreau du Québec. Il a été bâtonnier de Longueuil en 2012 jusqu'à 2013 et a présidé de nombreux comités du barreau de Longueuil ainsi que la comité de planification stratégique du barreau du Québec, en plus de siéger sur des conseils d'arbitrage du barreau du Québec. Depuis 2015, il est co-auteur du grand collectif Code de procédure civile, commentaires et annotations. Il a aussi siégé sur différents conseils d'administration, en plus d'être entraîneur dans le sport mineur. Soyez le bienvenu, Monsieur le juge. Merci beaucoup. Maître Véronique Collard a été reçue au barreau du Québec en 1998. Elle pratique principalement en droit de la famille et résolution de conflits. En 2012, elle fonde avec Maître Catherine Eustace l'étude Collard et Eustace Inc., qui offre des services de représentation et de médiation aux parents en instance de séparation. Elle préconise tout mode de résolution de conflit qui pourrait mettre à l'abri les enfants du conflit parental. Dans les dernières années, elle a également développé une pratique en coordination parentale et coaching coparental. Elle offre, en collaboration avec Maître Marie-Pierre Marquis, des ateliers de communication pour les parents. Elle est impliquée au barreau de Montréal depuis de nombreuses années et récipiendaire du prix Pierre Fournier en 2021. Bienvenue à vous, Maître Collard. Merci beaucoup. Alors, Bonjour à sans tous. tarder, la parole est à vous. Parfait. Alors, merci à tous. Bienvenue à cette présentation. Vraiment contente de pouvoir partager cette présentation-là avec le juge Vaillancourt. Bien sûr, on va adresser le projet de coordination parentale sur lequel toute l'équipe travaille depuis plusieurs années afin que ça arrive à la Cour supérieure. C'est la suite d'un premier projet, donc je vais vous parler un peu plus tard. Mais avant de débuter directement sur ce qu'est le projet à la Cour supérieure de coordination parentale, on trouvait ça pertinent de revenir un petit peu sur tous les services qui sont offerts aux familles pour s'assurer justement que les parents soient référés au bon service au bon moment. La coordination parentale étant vraiment un service en bout de ligne pour les parents pour lequel le conflit persiste.
Quand on parle de conflit, c'est un conflit entre les parents, mais des fois aussi, on fait face à des personnalités qui sont à haut conflit elles-mêmes et qui, sans le vouloir vraiment, là, on va faire en sorte que ça va persister encore plus longtemps, tout ce qui a rapport avec la séparation et leurs enfants. Donc là, je vais juste... Alors, il y a différents services qui sont offerts aux parents. Je vais vous expliquer un peu plus en détail le programme de coparentalité et communication, qui est un programme, comme Maître Mancuso l'a mentionné, que notre bureau offre, mais il y a aussi d'autres endroits où c'est offert. Moi, je l'offre avec Maître Marie-Pierre Marquis de l'aide juridique. Et ce programme de coparentalité et communication va être également obligatoire pour les parents qui vont participer au projet de coordination parentale. Il y a bien sûr la médiation familiale. Je vais quand même repasser un petit peu sur ce que c'est. L'audition amiable à l'enfant, qui est un service qui s'est développé dans les dernières années, principalement plus dans la région de Saint-Jérôme par Mme Lorraine Filion, qui est travailleuse sociale, que peut-être certains d'entre vous connaissent, mais qui a formé plein de gens pour pouvoir offrir ce service aux familles. Coaching coparental, qu'on est un peu plus familier. De plus en plus, on voit des ordonnances qui font référence au coaching coparental ou encore lorsqu'il y a des expertises, on réfère les parents en coaching. Et en bout de ligne, la coordination parentale sur laquelle on va s'attarder un peu plus longuement aujourd'hui. Je me suis permis de faire un petit graphique pour rappeler un petit peu les étapes du deuil de la séparation. C'est quelque chose qu'on aborde avec les parents dans le cadre de nos ateliers. Mais c'est un bon rappel à avoir même en tant qu'avocat, justement pour s'assurer de référer, encore une fois, les parents au bon service au bon moment. Souvent, pas souvent, mais ça peut arriver que les parents soient référés en médiation un peu trop tôt, lorsqu'ils sont sous le choc de la séparation. C'est-à-dire qu'une personne vient d'apprendre qu'elle se fait laisser, qu'elle s'est fait tromper. Et à ce moment-là, elle est vraiment prise dans ses émotions, puis c'est impossible pour elle de travailler en médiation parce que la médiation, dans le fond, on a des parents à séparer leurs biens, discuter d'un plan parental, mais quand on est encore sous le choc, c'est impossible de travailler. Des fois, la médiation ne va pas fonctionner. Malgré qu'un des rôles du médiateur, c'est d'essayer d'équilibrer la situation. Si on a des gens qui sont vraiment en choc, on doit repousser le début de la médiation. Il peut arriver que des parents ou même des clients me disent, ben moi, la médiation, no way, ça n'a pas marché, tout ça, mais c'est parce que des fois, ça a été abordé un petit peu trop tôt. Alors, dans toutes les étapes de la séparation, on a le choc, on a aussi, à un moment donné, on est dans la recherche de l'autre, l'évitement, on est en déni, on essaie de trouver un coupable. Après, on a de la colère, on vit de l'anxiété, on est résistant au changement, on a de la misère. Après, la dépression peut arriver, on a lâché prise, on s'isole. C'est vraiment les mêmes étapes qu'un deuil d'un être cher à laquelle on va passer. Puis à la fin, on va arriver à la reconstruction. Donc, on a réussi à atteindre un certain équilibre, on est prête à passer à autre chose. Et toutes ces émotions-là ou toutes ces étapes-là se mélangent une l'autre. On reste pas, c'est pas vraiment un ordre chronologique des stades auxquels on va passer. Et les gens qui sont plus à haut conflit vont rester dans la passe là, déni, pas capable de lâcher prise, on cherche un coupable, on vit de l'anxiété, on est résistant au changement. Et c'est avec ces gens-là principalement qu'on va travailler quand on parle de famille à haut niveau de conflit. Et à ce moment-là, bien, il y a la détérioration qui arrive de la relation coparentale et on voit des exemples comme des menaces d'automutilation, on est en guerre, il y a une dévastation financière qui arrive aussi souvent liée avec les procédures judiciaires qui s'accumulent une après l'autre. On peut vivre des événements de troubles de santé mentale à ces moments-là. Et il faut un peu stabiliser la situation pour être capable de travailler avec les parents et protéger les enfants du conflit. Parce qu'on doit comprendre qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'impact du conflit sur les enfants et c'est vraiment un impact grave quand le conflit persiste à long terme. On le dit souvent, ce n'est pas la séparation qui va créer un dommage à vos enfants, c'est la façon que vous allez procéder à la séparation qui va avoir un impact sur eux. Et quand on parle d'impact, on parle de hausse de tentatives de suicide, de grossesse chez les jeunes filles, de problèmes de drogue, d'alcool qui peuvent se développer, un isolement des enfants et surtout un impact sur leur relation à eux à long terme qui vont arriver plus tard dans leur vie.
Alors, comme l'indique la diapo, les relations au sein de la famille après une séparation, un divorce sont fortement affectées par plein de facteurs personnels, familiaux, communautaires, sociaux. Et ça pèse sur les parents. Mais il ne faut pas oublier que les parents doivent quand même être capables d'assumer leur responsabilité parentale pendant tout ce processus-là. Et c'est normal, et c'est ce qu'on explique aussi aux parents, c'est normal d'avoir des bévues ou d'être un moins bon parent dans cette situation-là de séparation. C'est normal, vous êtes dans toutes vos émotions, il y a des chocs, il y a des changements, tout est chamboulé. Mais c'est important aussi pour les parents de comprendre que ce n'est pas le temps justement de juste focusser sur un moment où un parent oups, en a laissé passer une et grossir ça pour aucune raison. Les deux parents vont vont en échapper pendant le temps de la séparation. L'idée, c'est de pouvoir passer par-dessus ça, être capable de collaborer, travailler ensemble dans le meilleur intérêt des enfants. Alors, la manière dont les parents et les enfants écrivent l'histoire de leur famille, ça a une grande instance sur la capacité à définir un sens, puis une cohérence dans la narration du divorce. Et le modèle Montréal de coordination parentale qu'on applique, qui a été développé par M. Dabati, est vraiment centré là-dessus, sur tout ce qui est écrire l'histoire de la famille. D'où on vient, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut aller avec nos enfants, puis quelles mesures qu'on peut prendre en place pour les protéger du conflit. Alors, les programmes de coparentalité de communication qui sont obligatoires dans le cadre du projet de coordination parentale parlent de ça, de mieux comprendre le deuil de la séparation, mieux comprendre ce qu'on vit, comprendre notre système familial. On va aussi, dans ces ateliers-là, on parle aussi de la famille recomposée. Le dernier atelier est vraiment là-dessus pour bien comprendre l'implication des nouveaux conjoints, conjointes qui arrivent, les nouveaux enfants aussi qui peuvent arriver, comment on peut travailler avec ça. On informe les parents sur l'impact de la séparation, l'impact du conflit. On parle de conflit de loyauté, on parle d'aliénation parentale aussi. Tous ces éléments-là sont abordés dans les ateliers. On parle énormément de communication écrite et verbale. Et tout ça, c'est fait dans le cadre de vraiment un atelier pratico-pratique. Donc, il y a des exercices de comment écrire un bon courriel à un coparent, comment agir lors des échanges. Il y a des jeux de rôle qui sont faits où on a des parents qui sont observateurs comme s'ils étaient un enfant pour voir l'impact de tout ça sur eux. Il y a des vidéos de rôle pour un petit peu alléger la situation, mais il y a des vidéos aussi beaucoup plus sérieuses. Et ça se fait dans le cadre d'un échange de groupe. Il y a des devoirs à faire pour les parents aussi entre les sessions. Donc, c'est 3 sessions de 2 heures uniquement sur la coparentalité et la communication. Ils ont un petit certificat à la fin. Et ça, c'est offert à tous les parents, gratuit dans le cadre du projet de coordination parentale, mais je vous dirais, c'est vraiment offert at large et ça serait bien que les parents participent à ce programme-là dès le début de leur séparation. C'est vraiment séparé de la séance obligatoire là, qui est offerte par le gouvernement, qui est plus une séance d'information sur la parentalité et la médiation. Alors, c'est vraiment plus spécifique là, à la communication entre les parents et à l'impact à long terme du conflit entre les parents. La médiation familiale, c'est déjà très connu. Ça prend un certain temps quand même, là. Mais revenir sur les grandes lignes, donc c'est un mode de résolution de conflit, bien évidemment. C'est confidentiel, ça c'est important de s'en souvenir. Et l'idée, c'est vraiment d'aider les parents à en arriver à une entente sur tous les aspects de leur séparation. Donc, que ce soit plan parental, que ce soit division des biens, pension alimentaire, etc. Tout ça est discuté en médiation. La médiation, ce qui est bien, c'est qu'on fait des essais. Des fois, on fait quelques pas par en avant, on recule un peu, on s'ajuste, toujours dans le meilleur intérêt des enfants. Les médiateurs aussi sont formés pour aider les parents du côté un peu plus psychosocial. Donc, des fois, avec les parents, on va discuter si ça n'a pas été annoncé aux enfants, comment faire l'annonce de la séparation aux enfants, quel est le meilleur moment pour le faire. On va bien sûr aussi parler de communication en médiation. Ce n'est pas le focus général, mais on peut l'intégrer des fois au plan parental. Est-ce qu'on va communiquer par texto, par courriel? Tout ça est discuté là, dans le cadre de la médiation. Idéalement, la médiation a lieu au début, avant que les procédures judiciaires soient prises. Si les procédures judiciaires sont prises, on peut quand même travailler en médiation, ça n'empêche pas, ça va vraiment avec le niveau de collaboration des parents.
mais c'est sûr que c'est un plus gros travail lorsque les parents se sont positionnés, de les ramener à vraiment leur intérêt et le meilleur intérêt des enfants. Vous devez savoir que dans tous les services qu'on présente aujourd'hui et aussi en coordination, c'est important d'avoir des avocats qui sont collaboratifs. Des avocats qui, oui, vont aller à la défense des droits de leurs clients, bien évidemment, mais qui vont avoir aussi une vue d'ensemble de la famille et de la famille à long terme. Comment cette famille-là va pouvoir travailler ensemble et continuer à pouvoir grandir et que les enfants vont grandir de façon sécuritaire. Il faut toujours avoir ça en tête. Donc, en médiation, quand on envoie nos clients en médiation, on s'attend à ce que les avocats qui envoient leurs clients en médiation vont, entre guillemets, backer le médiateur dans les propositions qui vont émerger de la médiation. Même chose en coaching ou en coordination parentale. On veut avoir que tout le monde travaille dans le même sens. Le rôle de l'avocat à ce moment-là en coaching, en coordination est un peu différent, comme va être aussi le rôle du juge que M. le juge Vaillancourt va vous parler dans le cadre de la coordination parentale. Mais Alors, un Nicolas, service, oui. si vous me permettez d'intervenir, quand vous parlez de l'avocat qui est une approche collaborative, participative, évidemment, on n'a pas de boule de cristal et on ne sait pas ce qui se passe entre les avocats et entre les avocats et les parents à l'extérieur de la salle d'audience. Mais souvent, ça se voit. On a un point de vue un peu extérieur, nous, par rapport au dossier, et ça se voit dans les relations entre les parties, dans les écrits, dans les procédures, ce qui s'est passé en amont, s'il y a eu de la collaboration, s'il y a eu du travail pour essayer de trouver des solutions, s'il y a des modes alternatifs qui ont été utilisés. Je ne vous dis pas que ça fait des dossiers où le litige est nécessairement moins ancré, mais ça peut faire une différence et ça fait souvent une différence, ne serait-ce que dans la relation des parties. Alors, le travail de l'avocat collaboratif, il est très utile en amont, mais il est aussi utile pendant les procédures judiciaires, même si ça devient contesté, et même après, je suis convaincu, une fois que le jugement est rendu, parce que comme vous le savez, au droit de la famille, un jugement, ça ne règle pas tous les problèmes, loin Oui, de là. oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, l'audition à l'amiable à l'enfant, qui est un service, c'est un service à l'enfant et à la famille. Donc, dans ce type d'intervention-là, il faut, oui, que tout le monde collabore, mais il faut aussi que les parents soient ouverts à entendre. Parce que c'est un service qui est confidentiel et qui permet à l'enfant de s'exprimer librement, comme il est indiqué, en confidentialité avec une personne neutre. Donc, souvent, c'est travailleurs sociaux, psychologues qui ont été formés. Il y a quelques avocats aussi formés à l'audition à l'amiable. Alors, c'est vraiment des rencontres avec les enfants individuels pour qu'ils puissent s'exprimer sur un sujet qui est abordé, qui va être qui a déjà des procédures de prise au tribunal ou il y a des procédures qui vont s'en venir. Ça arrive aussi qu'on agisse à ce moment-là. Donc, que ce soit par rapport à la garde, un choix d'école, plein de choses. Et l'enfant peut s'exprimer avec cette personne-là et ensuite, il y a une rencontre qui est faite avec les parents pour que l'enfant, de façon sécuritaire, puisse exprimer à ses parents non seulement c'est quoi son désir, mais des fois, c'est juste pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi il y a une demande de changement de garde parce que j'ai dit à papa ou maman que je voulais plus aller chez un ou chez l'autre, mais c'est quoi la vraie raison? Donc, on va voir ça un petit peu plus. Et l'enfant peut l'exprimer à ses parents. Des fois, c'est genre, le nouveau conjoint ou conjointe, je trouve qu'elle prend trop de place, je ne peux pas m'exprimer ou je ne suis pas à l'aise avec mes nouveaux petits frères, petites sœurs, me semble maman, tu me demandes toujours de garder, c'est pas ça que je veux faire. Des fois, c'est des choses simples comme ça que l'enfant n'est pas capable d'exprimer directement à ses parents, mais avec l'aide d'une tierce partie, va pouvoir l'exprimer et à ce moment-là, on va pouvoir arriver à une résolution du litige. Alors, c'est nouveau, c'est inspiré de quelque chose qui se faisait en France. C'est intéressant et c'est strictement confidentiel. Alors, une fois, c'est un service qui est centré sur les enfants et leurs besoins et que les parents soient prêts à les écouter aussi. Mais il n'y a pas de poids qui est mis sur l'enfant, comme dans toutes les rencontres qu'on fait avec les enfants, ou que c'est lui qui va avoir le dernier mot, quoi que ce soit. C'est juste assurer un safe space, que je pourrais dire, où il va pouvoir s'exprimer. Le coaching coparental, également un service confidentiel, un service qui est aussi, les parents doivent participer de façon volontaire. Et c'est vraiment plus centré sur la communication entre les parents. On informe les parents aussi sur l'impact du conflit sur leurs enfants, mais on n'est pas en médiation.
On n'est pas dans un endroit non plus où on va vouloir élaborer un plan parental, des choses comme ça. Si les parents l'abordent, peut-être. C'est vraiment les parents qui vont se fixer leur objectif en coaching coparental, sur quoi ils ont besoin de travailler. Les enfants sont parfois rencontrés en coaching, ça dépend des coachs. Mais ça nous arrive, moi, ça m'arrive de rencontrer des enfants dans le cadre de coaching pour avoir un peu un input, de voir qu'est-ce qu'ils vivent. Ça m'aide à travailler avec les parents. Mais c'est vraiment plus centré sur la communication entre les parents plutôt que ce qu'on va voir en coordination parentale, qui est comme un amalgame de tout ça. Vous devez comprendre que aussi les services de coaching, audition amiable, c'est tous des services privés. Contrairement à la médiation là, qui peut être subventionnée par le gouvernement pour un certain nombre d'heures, comme vous le savez. Le gros, c'est la coordination parentale, c'est le but de la présentation d'aujourd'hui et aussi le modèle Montréal, comme j'ai dit tantôt, qui a été développé ici, qui est une adaptation de différents modèles. De savoir que la coordination parentale, ça existe depuis plusieurs années, principalement aux États-Unis, aussi à travers le Canada. Certaines provinces canadiennes ont même intégré tout ce qui est coordination parentale à leur code de procédure. Donc, c'est vraiment intégré dans la loi, ce service-là. Aux États-Unis, ça dépend des États. Et ça a débuté justement aux États-Unis lorsque des juges, psychologues et avocats se sont rencontrés puis ont dit, bon, ben là, on a des familles qui reviennent incessamment à la cour, on ne sait pas trop quoi faire avec eux, on a tout tenté, ça ne fonctionne pas. Et là, est émergé de ça la coordination parentale. Donc, ça s'adresse à des parents qui ont obtenu un jugement final en matière soit de garde, d'accès, temps parental. C'est important qu'il y ait un jugement parce que le rôle du coordonnateur, c'est d'aider les parents à l'application de ce jugement-là. Grosse différence avec le coaching, c'est que c'est non confidentiel. Donc, ce qui est travaillé en coordination pourrait être rapporté devant le tribunal. Et dans le cadre du projet, on a un accès gratuit à ces services. Ensuite, on va expliquer un peu le processus tantôt là, de comment avoir accès à ce projet-là de coordination parentale en cours supérieur. Et ce qui est idéal aussi dans le cadre de la coordination parentale, c'est d'avoir un juge saisi du dossier, ce qu'on va avoir la chance d'avoir, ce qu'on a la chance d'avoir dans le projet qui est présentement en vigueur. Si on y va plutôt par le privé, le nombre de juges disponibles à la cour, je comprends, fait en sorte qu'on ne peut pas avoir de juges saisis de tous les dossiers, mais ça fait une grande différence dans ce qui peut être fait par le coordonnateur parental lorsqu'on a un juge qui est derrière et qui peut intervenir dans les cas d'impasse. Alors, l'objectif, c'est vraiment d'aider les parents à mettre en œuvre puis appliquer le jugement. On n'est pas là pour changer le jugement. Ça peut arriver qu'on apporte des modifications de consentement avec les parents ou on apporte des petits ajustements. Il manque, des fois, c'est des détails dans le jugement qui ne sont pas là, qui peuvent aider à ce que les parents travaillent mieux en équipe et protègent les enfants du conflit. On essaie de les faire, comme on dit, fonctionner plus efficacement. Donc, c'est des techniques de médiation, de coaching et d'éducation aussi. Il y a beaucoup d'éducation qui est faite aux parents sur l'impact du conflit sur leurs enfants. Et bien sûr, on parle de coordination parentale, conflit centré sur les enfants, donc on rencontre les enfants en coordination parentale. Pas nécessairement au début du processus, des fois ça va aller plus tard, mais on les rencontre et ça nous aide énormément en tant que coordinateur pour travailler avec les parents. Et la coordination parentale, contrairement au coaching, aussi nous donne accès à tout le monde qui tourne autour de la famille. Alors, on peut rencontrer les enseignants en tant que coordonnateur, on peut parler aux psychologues, on peut parler aux grands-parents, aux nouveaux conjoints, à vraiment tout ce qui tourne autour de ces enfants-là pour s'assurer que leurs besoins soient comblés et que les parents soient éventuellement capables de prendre des décisions ensemble dans le meilleur intérêt des enfants. Et c'est une intervention à long terme. Dans le cadre du projet pilote, on a un certain nombre de banques d'heures, pas le projet pilote, mais le projet, on a une certaine banque d'heures donc, qui nous est allouée. Mais lorsqu'on fait des contrats de coordination parentale en privé, on parle d'une intervention 12-18 mois minimalement. J'ai des collègues aux États-Unis qui ont été dans des familles pendant 10 ans. Bon, là, c'est peut-être un peu extrême, mais c'est parce que cette famille-là en avait besoin. L'idée, c'est vraiment qu'éventuellement, les parents soient capables de travailler seuls sans avoir l'aide du coordonnateur. Et c'est un programme qui est vraiment structuré, le modèle Montréal.
Vraiment, on y va étape par étape. Il y a des choses qui sont mises en place avec les familles. Entre autres, au niveau de la communication, il y a des protocoles de communication qu'on met en place avec les parents, sont vraiment gérés pour pouvoir les aider à arriver à la dernière étape qu'on parlait tantôt, donc de se réorganiser et être capable d'aller de l'avant. Et c'est des parents qui sont en conflit depuis de longues périodes, qui sont continuellement à la cour, qui sont épuisés eux-mêmes d'être à la cour, mais des fois que le conflit les garde en vie et les garde en contact avec leurs coparents. Et là, il faut travailler avec eux, de dire, OK, on va se centrer justement sur votre coparentalité, pas avoir le contact en tant qu'ancien couple ou quoi que ce soit. C'est vraiment centré sur vos enfants. Alors, ce défi du coordonnateur parental, de travailler avec ces familles-là. Mais c'est important, comme je vous dis, si vous envoyez un couple qui vient de se séparer, ils n'iront pas en coordination parentale. C'est vraiment des gens dans lesquels le conflit perdure depuis plusieurs années et la communication est vraiment, vraiment presque inexistante souvent entre les parents. Ou du moins, ce qui-là, elle n'est vraiment pas efficace et pas centrée sur les besoins des enfants. Maître Collard, si je peux me Oui. permettre de revenir sur un élément que vous avez abordé, vous avez dit avec le projet de coordination parentale, on a un juge qui est saisi du dossier. Évidemment, c'est un élément important de la coordination parentale. Vous avez dit dans les dossiers qui sont hors de ce programme-là, on ne peut pas avoir un juge saisi de tous les dossiers. Alors, évidemment, ça va de soi, vous avez raison de le mentionner, mais je voudrais préciser parce que certains d'entre vous avaient peut-être pensé à la gestion particulière de l'instance. Évidemment, l'objectif n'est pas du tout le même, là. Coordination parentale et gestion particulière de l'instance, deux choses complètement différentes. Mais je m'en voudrais de ne pas vous mentionner, et vous l'avez peut-être déjà constaté, il y a et il y aura beaucoup moins de gestion particulière de l'instance que dans le passé. Et là, je ne vous parle pas de la coordination parentale, je fais un pas à l'extérieur. Euh, on n'a pas les ressources. Il nous manque de juges et des dossiers en gestion particulière de l'instance requièrent beaucoup de temps de juge. Alors, il y en a moins qui sont accordés des demandes de gestion particulière de l'instance et il va y en avoir moins. Ne soyez pas étonnés. Alors, c'est une chance de pouvoir faire la coordination parentale avec un juge qui est assigné à une famille parce que la gestion particulière ne le permettra pas là, dorénavant. C'est à noter. Merci. Alors, j'ai un petit tableau juste pour résumer les différents services et les moments où les offrir. Donc, on parle de conflits minimes, légers, médiation familiale. Donc, il y a un recours vraiment minimal aux avocats et aux autres professionnels lorsqu'on va en médiation. Conflit léger aussi qui débute, mais c'est encore possible de se parler. Il y a des désaccords, mais on est quand même capable de trouver des solutions. Donc, encore médiation, audition amiable à l'enfant aussi peut aller là. Coaching, là, il commence à avoir de l'abus. L'abus verbal, des comportements, peu ou pas de communication entre les coparents. Il y a un dénigrement aussi qui commence. On va voir des enfants qui commencent à être mis dans un conflit de loyauté. Il y a des menaces aussi qui sont faites pour limiter les accès de l'un ou de l'autre. Ça se passe à travers les procédures judiciaires aussi. Donc, on sent là, que le niveau de conflit augmente entre les parents. Le stress aussi augmente chez ces parents-là. La situation des enfants commence à dégringoler aussi. Donc, le coaching est approprié à ce moment-là. Et vraiment, conflit grave et intense. Là, on parle des enfants qui sont vraiment atteints, qui sont à risque émotionnellement. Le conflit est vraiment dégénère. Il y a souvent des comportements très abusifs. Il y a des fausses allégations qui apparaissent dans les dossiers aussi à ce moment-là pour miner l'autre parent, pour essayer de bloquer des accès ou du temps parental. Les litiges persistent. Donc, c'est des gens qui vont incessamment à la cour. Des fois, ils vont à la cour pour faire clarifier des jugements aussi, où le jugement est rendu, on n'est pas capable de le mettre en place. Il y a toujours un petit détail qui manque, un petit loup qu'un des parents va trouver pour ne pas respecter le jugement ou pour l'interpréter à sa façon. Et malgré qu'il y ait un jugement final de rendu, on a encore la difficulté à travailler ensemble dans le meilleur intérêt des enfants. Donc là, c'est vraiment la coordination, puis c'est d'avoir vraiment quelqu'un, comme je vous dis, qui coordonne tous les services pour les enfants, qui travaille avec les parents et avec la cour pour essayer de trouver une façon pour que
les parties soient capables de continuer à surfer et à travailler ensemble. Et bien sûr, le programme de coparentalité est utile pour toutes les familles, peu importe le niveau de conflit. Parce que là, il y a une partie d'éducation aussi. Et des fois, c'est de mettre des choses en pratique. C'est un peu ce qu'on fait des fois aussi en médiation. Comme je disais tantôt, on fait des essais. En coordination parentale, il va y avoir un programme, comme je vous dis, ou un protocole de communication très strict que les parents doivent respecter, comment écrire un courriel, quand répondre, il y a des deadlines, tout ça, des choses de mise en place. Il va être pratiqué, c'est sûr, il va être mis en application, mais si on peut d'avance avoir les bons réflexes, ne pas commencer un courriel en disant je sais que tu es un ci, tu es un ça, tu vas toujours dire oui, tu vas toujours dire non à ma demande. Bien, si déjà au début, on apprend à bien faire ça, bien, ça peut aider à long terme et ça peut diminuer le conflit et éviter même l'apparition d'un conflit. Alors, c'est important d'avoir ça en tête, comme je vous dis tantôt, pour référer les parents au bon moment, au bon service. Alors, comme j'ai indiqué tantôt, la coordination parentale, il y a déjà eu un projet qui a eu lieu il y a quelques années à la Cour supérieure et qui est encadré dans un programme de recherche aussi par Mme Francine Cyr, psychologue, qui était à ce moment-là rattachée à l'Université de Montréal. Alors, tout le monde a participé, il y avait des juges, les familles, les enfants ont été rencontrés aussi suite à la fin de ce projet, qui est un projet pilote à ce moment-là. Et le constat a été non seulement qu'il y a un apaisement du conflit entre les parents, mais il y avait un moins grand retour à la cour suite à l'intervention du coordonnateur parental. Donc, le coordonnateur parental est intervenu, on a mis fin au projet, mais on a vu qu'après, moins de retour à la cour. Donc, point positif. Et surtout, ça a été positif pour les enfants. La majorité des enfants qui ont été rencontrés, eux, ont apprécié pouvoir participer à des rencontres avec le coordonnateur parental. C'est vraiment quand on rencontre les enfants, c'est le moment où ils peuvent nous jaser de tout ce qui se passe chez eux, comment ils vivent ça, qu'est-ce qu'ils espèrent pour leurs parents aussi. En coordination, des fois, les enfants aussi vont aller parler à leurs parents parce qu'ils se sentent dans un endroit où ils ont la liberté de s'exprimer sans qu'il y ait des représailles qui aient lieu à ce moment-là. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller lire le rapport qui est toujours disponible de Mme Francine Cyr pour voir qu'est-ce qui a été l'impact positif du projet de coordination parentale qui a eu lieu. Et par la suite, bon, il y a d'autres projets un peu similaires qui ont été créés dans d'autres districts. Mais on est très, très content que ça revienne à Montréal avec une super équipe qui est derrière ça. Donc, on a bien sûr M. le juge Vaillancourt, il y a Mme aussi la juge Gaudreau qui est derrière le projet à Montréal. On a Mme Violaine Bézil qui participe aussi, qui, elle, va travailler dans le cadre du projet avec les avocats. S'assurer que les avocats continuent à être collaboratifs dans tout le processus de coordination et elle va un peu les rappeler à l'ordre lorsqu'on est tenté d'encourager le litige et plutôt que le faire baisser. On a eu l'aide de l'Association des avocats en droit de la famille, des membres de l'aide juridique qui sont participés. Il y a le Centre Consensus, dont je fais partie avec Dominique Dabatier et Karine Joly, qui, eux, vont coordonner la nomination des différents coordonnateurs parentaux dans les dossiers. Il y a la recherche, encore une fois, on va avoir la chance d'avoir la recherche faite par Dr. Karine Poitras, qui va rencontrer encore une fois tout le monde pour voir quel est l'impact de la coordination parentale à long terme. Et bien sûr, j'ai mentionné le nom de Lorraine Fillon tantôt de l'AIFI, qui est vraiment derrière tout ce projet-là là, de remettre quelque chose en place à la Cour supérieure à Montréal. Alors, coordination parentale, je sais que c'est vraiment toutes des techniques que j'ai nommées tantôt, mis en un paquet pour aider les parents dans le meilleur intérêt de leurs enfants. Alors, il faut rappeler aux parents que vous n'avez pas mettre de côté votre devoir d'être parent. Vous devez être parent, vous devez être le meilleur parent que vous pouvez être. Il faut se désengager du conflit avec votre coparent. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte que vos enfants vont pouvoir bien évoluer à long terme. Donc, beaucoup d'éducation là-dessus qui est faite aux parents. Je sais que je le répète toujours, mais c'est important qu'ils voient c'est quoi l'impact. Et souvent, c'est là que les enfants eux-mêmes vont vouloir en parler avec leurs parents, puis leur dire comment ils se sentent.
quand le conflit perdure. Quand les deux parents sont à une pratique de hockey ou à une partie de hockey, puis l'enfant passe son temps à regarder les estrades pour voir s'ils ne sont pas en train de se chamailler, bien, c'est quoi l'impact pour votre enfant, là, qui lui veut juste pouvoir se libérer de tout ça puis aller faire son sport favori? C'est qu'on en parle des choses comme ça. Alors, vraiment, la communication aussi est abordée. La communication est pénible, est presque impossible entre les parents, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer ça? Et c'est possible de le faire. Et est-ce qu'on peut aussi regarder le plan parental? Est-ce que le type de parentalité, il y a des parentalités parallèles, il y a plein de sortes de plans parentaux qui peuvent être mis en place qui vont aider les familles à mieux fonctionner. Ça reste une famille, c'est un nouveau type de famille après qu'on soit séparés, mais qu'est-ce qui peut faire que ça va fonctionner de façon efficace pour les enfants, puis qu'ils vont pouvoir bien grandir, bien évoluer dans tout ça. Alors, des fois, comme je vous dis, on peut faire des suggestions d'apporter certaines modifications au plan parental, malgré le jugement, mais c'est de concert avec les parents. Puis c'est en éduquant les parents, en rencontrant tout le monde, en expliquant c'est quoi l'impact, que les parents d'eux-mêmes vont venir à dire, ah ben oui, peut-être que ça fait du sens qu'on ne soit pas en même temps aux activités, ou peut-être que ça fait du sens que l'échange se fasse plutôt dans un lieu neutre. Peut-être que ça fait du sens que moi, je vais être responsable de certains rendez-vous, toi, tu vas être responsable des autres rendez-vous, parce que quand on est deux présents, on fait juste chicaner, puis le tiers qui veut juste offrir un service à nos enfants ne peut pas le faire à cause de notre conflit. Alors, c'est vers ça qu'on amène les parents tranquillement. Alors, comme le modèle Montréal, c'est vraiment une intervention adaptée aux familles. On fait beaucoup l'historique aussi de la famille. On a accès à tout le monde et, comme je disais tantôt, un juge d'une famille, ce qui permet à tout le monde de suivre cette famille-là puis de voir est-ce que oui, ça fonctionne, qu'est-ce qu'on est capable d'améliorer. Et comme je disais tantôt, c'est non confidentiel, donc le coordonnateur parental pourrait être amené à témoigner. C'est pas ça qu'on préfère, mais ça peut arriver. Et en bout de ligne, on peut faire des recommandations aux familles, aux parents qu'on fait nos recommandations. On n'est pas des experts, mais on peut faire des recommandations en disant, bien, peut-être que ça serait quelque chose à envisager qui pourrait vous aider. Et il revient aux parents de voir s'ils vont vouloir apporter des modifications au jugement ou non. Alors, on a de diminuer le conflit, rétablir la communication, puis assurer le maintien d'une relation significative, ce qui est la clé entre l'enfant et ses deux parents. Alors, comme je dis, dans le projet, on a un juge, on a des avocats qui doivent avoir une approche collaborative, tout en continuant à conseiller leurs clients. Mais on demande à ce que les avocats ramènent les parents en coordination le plus possible lorsqu'ils les appellent, disent, bien là, ça ne marche pas. OK, parlez-en en coordination parentale. Ils ne vont pas avoir des rencontres. On a des rencontres avec les avocats en début, durant le processus, quand il y a des impasses. Nous, en tant que coordinateur, on parle à tout le monde, comme j'ai dit tantôt. C'est sûr, c'est des professionnels qui sont formés à la coordination parentale. C'est une formation qui est maintenant reconnue par le Barreau du Québec. Il y a des 45 heures minimum qui doivent être suivies en coordination parentale pour pouvoir agir à titre de coordonnateur. Et il y a également des lignes directrices qui ont été approuvées par le barreau, les travailleurs sociaux et les psychologues qui nous obligent à agir dans un certain cadre aussi, dans le cadre de la coordination parentale. Programme de coparentalité qui va être obligatoire dans le cadre du projet, donc 3 fois 2 heures. C'est des séances de groupe, comme j'ai indiqué tantôt. Et bien sûr, participer à la recherche pour qu'on puisse enfin avoir des données récentes sur l'impact d'un projet comme la coordination parentale sur ces familles à très haut conflit. Et je vais laisser maintenant M. Juge Vaillancourt vous parler un petit peu plus en détail de toutes les étapes du projet de la coordination parentale et je vais pouvoir intervenir un peu plus loin. Parfait. Merci beaucoup, M. Collard. Alors, effectivement, la coordination parentale est un projet auquel la magistrature adhère avec beaucoup de conviction. Et on vous l'a annoncé en décembre, l'entrée en vigueur de ce projet-là, mais ça fait longtemps qu'on y travaille. Il y en a qui ont travaillé depuis bien avant longtemps, bien avant même que j'arrive à la Cour. La regrettée Eva Petras y a travaillé et la juge Gaudreau beaucoup. On a accueilli avec beaucoup de bonheur la décision du gouvernement d'investir des fonds dans ce projet-là.
Alors, concrètement, et je vais y aller dans le détail, et je sais que dans les questions qui ont été posées, quelqu'un a demandé comment est-ce qu'on fait pour avoir accès au programme. Je vais vous le dire dans un instant. Et je vais revoir les étapes un peu plus en détail dans quelques instants. Mais en gros, ce que ça veut dire, ce que ça signifie, le projet de coordination parentale, c'est qu'on peut le diviser en quelques étapes, mais les plus importantes, vous les avez à l'écran. Euh, il y a un 10 heures, c'est toujours des maximums en passant. Quand on parle de nombre d'heures, à chaque fois que je vais référer à un nombre d'heures, évidemment, les circonstances pourraient faire en sorte que c'est un peu moins. Alors, mais il va y avoir un peu de souplesse là, par rapport à ça, selon le type de dossier. Mais on parle d'un premier bloc de 10 heures avec le coordonnateur parental, une fois que le dossier a franchi les étapes et qu'il est accepté. Alors, le coordonnateur parental, à ce moment-là, ce qu'il doit faire, c'est évaluer la motivation des parents à participer au programme. Vous avez entendu Maître Collard qui a parlé de l'intérêt de tous ces modes-là qui existent pour venir en aide aux parents, mais il faut avant tout qu'on ait des parents motivés. Par la suite, le coordonnateur parental, pendant ces 10 heures-là, confirme qu'on prend le dossier en charge, effectue une évaluation de la situation familiale, euh, valide que le processus est approprié pour cette famille-là. Ce que ça veut dire également, lorsque les gens sont acceptés à la coordination parentale, et Maître Collard vous en a parlé, c'est qu'ils doivent participer à un autre programme qui est distinct, qui est le programme de coparentalité et communication. Ce programme de coparentalité et communication, il est offert à tous les parents, mais l'avantage lorsque les parents participent déjà au programme de coordination parentale, c'est qu'il est gratuit pour ces parents-là. Alors, ils doivent donc débuter dans le cadre de cette première étape-là, leur participation à ce programme de coparentalité communication. Il y a des rencontres obligatoires, 3 fois 2 heures, qui doivent avoir lieu. Et Maître Collard vous l'a dit, c'est 2 intervenants qui animent les groupes, qui offrent aux parents de l'information, des échanges, manière à enrichir leur perception de leur propre situation, des exercices. Alors, c'est vraiment un travail sur les parents. Après ce 10 heures-là, qui n'a pas lieu, évidemment, là, c'est un bloc, c'est en plusieurs périodes avec le coordonnateur parental. Mais après ces premières 10 heures-là, tout le monde revient devant le juge. Les avocats, le coordonnateur parental, les parents, et je vais le revoir un peu plus en détail tantôt. Mais en gros, le juge étant le juge qui est saisi, qui est assigné au dossier. Et c'est le coordonnateur parental qui fait rapport au juge, qui confirme si la coordination parentale est appropriée, si la coopération des parents est bonne. Et le juge qui est saisi du dossier, qui entend le coordonnateur parental à ce moment-là, c'est lui ou elle qui décide si les parents peuvent bénéficier d'un deuxième et dernier bloc de 35 heures avec le coordonnateur parental. Alors, évidemment, ce qu'on veut éviter, c'est d'utiliser les 45 heures. Vous avez vu le total, là, c'est 45 heures. On veut éviter d'utiliser 45 heures alors que peut-être que dès le début, on pouvait envisager que ça ne fonctionnerait pas. Alors, il y a un premier 10 heures qui permet de s'assurer que ça va fonctionner et ensuite, vous vous présentez devant un juge pour confirmer que vous pouvez continuer pour un autre 35 heures. Alors, comment est-ce qu'on fait pour participer au programme de coordination parentale? Alors, les conditions, vous les avez à l'écran. Ce sont des conditions cumulatives, sine qua non, obligatoires. Alors, on vous l'a déjà dit, il faut qu'il y ait déjà un jugement final qui a été rendu. Alors, si les parents viennent tout juste de se séparer et qu'il n'y a pas encore de jugement, on ne pourra pas bénéficier de la coordination parentale. Il faut qu'une demande ait été déposée en révision des mesures accessoires ou modification de la garde ou des droits d'accès, ou encore un recours pour faire trancher une difficulté relative à l'exercice de l'autorité parentale. Euh, Parce qu'il faut qu'évidemment, il faut que les tribunaux soient saisis pour qu'on ait une coordination parentale. Si vous avez eu un jugement final, que les parents ont de la difficulté à appliquer le jugement, on ne peut pas tout simplement déposer une demande pour participer au programme. Ça prend une procédure judiciaire pour pouvoir faire une demande pour participer à la coordination parentale. Autre condition, les deux parents doivent être représentés par avocat.
Évidemment, les avocats doivent expliquer au préalable à leurs clients le programme en question. Il y a, il y a des documents à compléter. D'ailleurs, toutes les informations, là, vous avez le PowerPoint, mais il y a aussi un document explicatif du programme et les annexes qui doivent être remplies. Tout ça se trouve sur le site de la Cour supérieure et sur le site du barreau. Sur le site de la Cour supérieure, vous cherchez District de Montréal. Alors, Division de Montréal, District de Montréal, et vous allez voir une liste de sujets. Et c'est vers le bas de la liste, là, vous avez la coordination parentale. Alors, le document, la demande et les annexes doivent être déposés au greffe de la Cour. Par la suite, je reçois la demande. Je suis en tant que coordonnateur de la Chambre de gestion familiale et je la traite comme on va vous le montrer dans un instant. C'est un programme qui a débuté en décembre 2023 d'une durée de 2 ans. On dit environ 2 ans parce on a une banque d'heures qui est attachée au budget qui a été octroyé. Alors, on va s'assurer d'utiliser toute cette banque-là. Un autre élément qui est important, c'est que le programme n'est disponible que pour les parties qui sont, ou que pour les parents qui sont partis à un dossier qui est dans le district de Montréal. Alors, les étapes procédurales pour faire la demande. La première condition, on vous l'a dit, il faut qu'il y ait un jugement final. La deuxième condition, on vous l'a dit aussi, il faut qu'il y ait une procédure qui a été déposée. Par la suite, les parties remplissent la demande de participation avec les annexes. Je viens d'y faire référence. Je reçois les documents en question. Alors, dans un premier temps, je m'entretiens avec le responsable du Centre Consensus pour les familles en transition. On parle d'audience de gestion préliminaire, mais bien honnêtement, c'est très informel. Ce n'est pas une audience en salle d'audience. Alors, la première chose, c'est de s'assurer que les conditions, les paramètres sont satisfaits. S'ils ne le sont pas, malheureusement, les parties ne sont pas acceptées au programme et elles en sont avisées par une lettre que je leur envoie aux avocats essentiellement. Si oui, si tous les paramètres sont satisfaits, alors dès lors, je désigne un juge qui va être assigné au dossier. Alors, pour votre information, on a une équipe de juges qui est déjà constituée. En passant, à ma connaissance, il n'y a pas eu de demande qui a été déposée. Si jamais vous en avez déposé une, prenez pour acquis là, que je ne l'ai pas reçu. Alors, ça signifierait qu'il y a peut-être un petit problème au niveau de la transmission des documents. Alors, si jamais vous avez déjà déposé une demande, je vais peut-être vous demander de l'indiquer ou de nous le faire savoir ou de l'indiquer dans la question-réponse là, pour que j'en prenne, que je note votre nom. Parce que c'est pas, comme je vous dis, là, j'ai rien reçu jusqu'à présent. C'est entré en vigueur au mois de décembre. On est à l'étape de le faire connaître, le projet. Et il y a eu le temps des fêtes et tout ça. Sachez que tous les juges de la Cour supérieure ont été briefés, entre guillemets, sur le projet. Alors, ils pourraient vous en parler même en salle d'audience. Mais pour les juges qui peuvent être assignés à un dossier, c'est une équipe restreinte qui a été formée. Bien honnêtement, je ne me souviens pas du nombre exact, mais ça doit être une dizaine de juges. Nous avons, bon, évidemment, c'est sur une base volontaire, et nous avons choisi des juges qui ont euh, de l'expérience en droit de la famille et ou de l'expérience, par exemple, en médiation ou en droit collaboratif. Alors, c'est pas que des familialistes, mais essentiellement, majoritairement, quand je dis familialistes, là, ce sont des juges qui avaient une carrière en droit de la famille avant d'accéder à la Cour ou encore qui en ont développé une au fil des années en siégeant à répétition dans des salles euh, en chambre familiale. Alors, lorsque je désigne le juge parmi l'équipe, les avocats en sont informés. Je désigne également le coordonnateur parental, mais ça, bien honnêtement, c'est avec M. Dapaté, le responsable du Centre Consensus, que ça va se faire. Alors, on arrive aux étapes. Le juge qui a été assigné au dossier va communiquer avec les avocats. Le but étant de fixer une première audience de gestion. Encore une fois, on appelle ça audience de gestion, mais il faut comprendre
ce n'est pas nécessairement formel. Euh, Vous allez voir que le rôle du juge dans le contexte de la coordination parentale est très différent du rôle traditionnel. Bien que parfois, il va peut-être mettre son chapeau de juge traditionnel, ce qu'on vise avant tout, c'est la souplesse. C'est un programme qui fait qu'on sort de la boîte, traduction libre de l'expression. Alors, le juge, et on pense que ça va être la même chose pour le coordonnateur parental et les avocats, vont s'adapter à la situation de chacune des familles et autant dans la façon de faire que dans les décisions qui peuvent être prises. Alors donc, cette première rencontre-là, à laquelle les avocats sont convoqués, est généralement assez informelle. On tente de la tenir dans les 4 à 6 semaines qui suivent la désignation du coordonnateur parental. Le coordonnateur parental assiste à cette rencontre, comme les parents aussi. On indique une durée maximale de 2 heures, mais rappelez-vous, je vous ai dit qu'on peut être souple si on accorde un peu plus de temps à cette première rencontre-là. Bon, il ne faut pas dépasser 45 au total, mais il y a une marge, là. Mais souvent, je pense que ça risque d'être moins, là, moins que 2 heures à la première rencontre. Alors, à cette première rencontre-là, le juge, rappelez-vous que les parents sont là, les avocats sont là, le coordonnateur parental est là. Il s'assure d'une compréhension et aussi d'une compréhension équivalente de tous les parents du fonctionnement de la coordination parentale. Même chose auprès des avocats. Le juge va vouloir identifier la problématique à régler et pour faire ça, il n'hésitera pas à donner la parole aux parents. On ne parle pas de témoignages interrogatoires contre-interrogatoires à sermentation, pas du tout. C'est dans un contexte très informel et ça va se faire si c'est nécessaire. Bon, le juge va sans doute mettre en place là, certaines règles qui vont s'appliquer aux parents pendant l'instance, je mets l'instance entre guillemets, euh, des règles au niveau des communications, du comportement. Euh, le, le- le juge va aussi s'assurer, parce qu'on vous a dit que c'était obligatoire, que les parents participent au programme coparentalité et communication. D'ailleurs, c'est un des documents, l'annexe 4, c'est un des documents qui doit être rempli par les parents pour faire une demande de coordination parentale. On ne le souhaite pas nécessairement, mais il peut arriver qu'il y ait une question litigieuse qui requiert une décision rapide. Alors, le juge, même s'il a son chapeau de juge en coordination parentale, peut entendre une demande contestée, la trancher, et auquel cas il y aura un procès-verbal d'audience. Euh, Évidemment, on ne s'attend pas à ce qu'on soumette au juge le gros du problème. À ce moment-là, on peut un peu se demander là, à quoi la coordination parentale pourrait servir si on demande au juge de trancher en ordonnance de sauvegarde le cœur du litige. Mais il peut arriver qu'il y ait des questions accessoires. Il peut arriver qu'une question accessoire bloque la suite des choses. Alors le juge pourra, si on le lui demande et s'il l'estime approprié, pourra trancher une question litigieuse dès cette première rencontre-là et évidemment à toute autre étape par la suite. Alors, une fois que cette première rencontre, audience a eu lieu, je vous ai déjà dit, les parents vont bénéficier d'un 10 heures avec le coordonnateur parental. Alors, le juge ne s'en mêle pas. Le juge n'est évidemment pas présent lors de ce travail qui est effectué par le coordonnateur parental avec les parents. À l'issue de ces 10 heures, euh, le juge est informé que 10 heures ont été consacrées aux parents. Il convie les parents, les avocats, le coordonnateur parental à une autre audience de gestion. Alors, cette audience, on essaie de la tenir dans les 90 jours qui suivent la première audience de gestion. Évidemment, on est un peu tributaire du délai sur lequel se seront étendues les 10 heures avec le coordonnateur parental, mais tout ça est un peu fixé en collaboration ou en fonction de ce qui s'est déroulé. Alors, cette autre audience-là devant le juge, on prévoit une durée maximale de 3 heures. Alors, ce qui se passe à cette occasion-là, c'est que le juge entend les parents qui peuvent s'exprimer sur leur façon de voir l'évolution de la dynamique familiale à plus long terme. Euh, le juge peut statuer, si nécessaire, sur les mesures à prendre dans le meilleur intérêt des enfants, par rapport au plan parental.
Comme il pouvait le faire à la première audience, il peut entendre des questions litigieuses. Si c'est le cas, salle d'audience, enregistrement, procès verbal. Vous me demanderez peut-être s'il n'y a rien qui est litigieux. Est-ce que ça se passe en salle d'audience? Est-ce que ça se passe en personne, en Teams? Est-ce qu'il y a de l'enregistrement? Ma première réponse serait de vous dire, ça va dépendre de chaque dossier, ça va dépendre de ce que vous demanderez au juge, ça dépendra de ce que le juge décide s'il y a quelque chose de contesté par rapport à ça. Ce qu'on préconise, c'est que ça soit en personne. En salle d'audience, ne serait-ce que parce que c'est probablement ce qu'il y a de plus simple. Pas d'enregistrement s'il n'y a rien de contesté et il n'y aura pas de procès verbal s'il n'y a rien de contesté et pas d'enregistrement. Mais si évidemment on demande au juge de trancher une question litigieuse, mais là c'est plus traditionnel, c'est enregistrement avec procès verbal. Alors, le juge fait le suivi sur l'effet des mesures qui ont été mises en place lors de la première audience. Euh, bon, je vous l'ai déjà dit, il entend les parents, mais il va entendre aussi le coordonnateur parental. Il peut entendre aussi toute autre personne qu'il juge appropriée, euh, qui pourrait aider à trouver, à faire progresser le dossier. Et c'est à la suite de cette audience-là que le juge détermine si oui ou non la coordination parentale sous cette forme-là devrait continuer. Et si oui, alors un 35 heures additionnel est accordé aux parents et au coordonnateur parental. Alors, après ce 35 heures en question, on se représente devant le juge, toujours le même juge. Alors, le coordonnateur parental aura préparé un rapport qui sera transmis aux parents, aux juges, aux avocats, évidemment. Lors de cette audience, de cette dernière audience de gestion, dernière entre guillemets, je vais vous donner des petites exceptions, on fait le point sur tous les progrès qui auront été réalisés par les parents. On fait le point sur la participation des parents, les avancées de la coordination parentale. Il peut arriver que les parents collaborent, la coordination parentale fonctionne, mais qu'on n'en soit pas encore arrivé à une solution pérenne et qu'on pourrait souhaiter que la coordination parentale se poursuive. Alors, au niveau des budgets du gouvernement, le 35 plus 10, donc 45 heures, va être épuisé. Alors, les parents ne pourront pas continuer à bénéficier gratuitement des services du coordonnateur parental, mais pourront le faire sur une base privée en payant le même taux, le même tarif que celui qui était payé par le ministère de la Justice au coordonnateur parental. Par contre, oui, Excusez-moi, oui. juste pour l'information des participants, le taux, c'est le taux de la médiation. Donc, c'est 130 de l'heure là, depuis le dernier règlement. Merci beaucoup. En passant, nous sommes conscients des enjeux quant à la rémunération tant des médiateurs que des coordonnateurs parentaux. Fin de la parenthèse. Euh, alors, les parents ne pourront pas continuer à bénéficier gratuitement des services du coordonnateur parental, mais pourront continuer à bénéficier de la présence du juge, le même juge, dans le dossier, même si le programme est en théorie terminé pour ces parents-là, parce on veut essayer d'aider et on veut donner toutes les chances à la coordination parentale de fonctionner. S'il arrive que les parents ont effectivement trouvé une solution finale, pérenne, la coordination parentale a fonctionné et tout est fini, alors il y a fort à parier qu'il va y avoir un consentement écrit qui aura été signé par les parties. Alors le juge va se faire un plaisir de l'homologuer. Il est possible qu'il n'y ait pas d'entente et que les parents ne souhaitent pas continuer la coordination parentale, ou encore qu'il y ait entente, mais partielle seulement. Alors, à ce moment-là, le programme se termine. Le juge se dessaisit du dossier, n'entendra pas la suite contestée du dossier. C'est un autre juge qui va entendre la cause. Par contre, ce que le juge peut faire tout juste avant de se dessaisir, si les parties le lui demandent, il peut fixer la date d'audience. Par contre, et là, on tombe vraiment dans la voie, le cheminement plus traditionnel, il faudra que le dossier soit complet. Alors, déclaration commune, annexe 1, et vous connaissez les documents là, qui sont requis pour fixer une date d'audience. Alors,
c'est le canevas général. Ce qui peut arriver en surplus, je vous l'ai brièvement mentionné, il peut y avoir des audiences additionnelles à celles que j'ai mentionnées. Il peut y avoir des procédures additionnelles autres que la demande introductive d'instance, par exemple pour une demande d'ordonnance de sauvegarde. Alors, d'une part, le juge saisi du dossier doit autoriser toute procédure additionnelle et va généralement l'entendre, à moins qu'il y ait un problème, pourrait décider que c'est un autre juge qui entende la question, mais ça va être du cas par cas. Je répète que s'il y a des éléments conflictuels, litigieux qui naissent pendant la coordination parentale, on s'attend à ce que ce soit des questions accessoires, voire des questions mineures par rapport au nœud du litige, parce qu'on n'acceptera pas qu'on demande au juge de trancher la, la question essentielle qui fait l'objet de la demande qui est pendante. À ce moment-là, c'est aussi bien mettre fin à la coordination parentale. Alors, en vrac, parce qu'il nous reste, on va avoir une période de questions, mais je voudrais vous lancer parce que, évidemment, on vous a fait un résumé du programme. Il y a plus d'informations sur les documents qui se retrouvent sur les sites de la Cour et du barreau. Mais simplement vous préciser que les parents peuvent se retirer du programme à tout moment. Devront fournir un minimum de raisons pour le faire, mais évidemment, les parents ne sont pas obligés d'y rester jusqu'à la fin. Le juge peut aussi de lui-même décider de mettre fin à la coordination parentale si, il y a quelque chose qui le justifie, si ça fonctionne pas. Et le Alors, coordonnateur aussi. le De coordonnateur mettre peut fin décider. aussi de mettre fin à la coordination, là, parce que des fois, on peut voir en début de processus des parents super collaboratifs et si à un moment donné, on ne sent plus cette collaboration-là, d'où le fait que c'est bien d'avoir un juge saisi parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir retourner devant le juge pour peut-être rétablir le tir un peu, mais si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et je dirais peut-être un petit mot là-dessus parce que vous aurez compris que moi, je suis arrivé dans le dossier alors qu'il était déjà très, très, très avancé. Et lors d'une de mes premières rencontres avec Maître Collard notamment, euh, pour bien saisir ce dont il s'agissait, j'ai posé la question suivante. Je dis, euh, à, à quoi vous attendez-vous du juge? À quoi va servir le juge? Et quand on dit on pense en dehors de la boîte, on ne s'attend pas du juge à ce qu'il entende un procès contesté, qu'il rende des décisions après une audience contestée. Le juge, son rôle, et c'est ça que nous avons indiqué au juge qu'on a formé, parce que j'ai dit une équipe a été constituée, mais ils ont été formés aussi. Euh, le juge va servir, entre guillemets, à accompagner les parents, à donner un coup de main s'il y a un petit coup de barre qui doit être donné. Le but du juge, c'est d'amener cette famille-là à trouver une solution autre que litigieuse à leurs problèmes. Ils auront déjà passé à travers un procès ou peut-être un consentement, mais il y a déjà un jugement qui va avoir été rendu. Et on parle de conflits assez élevés. Alors, il y a des chances que le jugement qui aura déjà été rendu l'ait été au terme d'un procès contesté. Il y aura certainement déjà des cicatrices. On essaie d'éviter d'en faire de nouvelles. Les enfants, je ne l'ai pas dit, mais les enfants peuvent être amenés à rencontrer le juge pendant une audience si les circonstances le justifient. Alors évidemment, le point de vue des parents va être pris en considération, celui du coordonnateur parental beaucoup, pour voir qu'est-ce que tout le monde en pense, mais ça se peut très bien que le juge veuille entendre les enfants. Soit dit en passant, vous allez le voir, des documents qui doivent être remplis, qu'un enfant de 14 ans et plus doit consentir à la coordination parentale. Alors voilà maintenant, si vous avez des questions, nous sommes à vous. Bon, ben merci énormément, Monsieur le juge et Maître Collard, pour cette belle présentation. Donc, on va ouvrir la période de questions maintenant. On va commencer ici avec la question de Maître Dana Chevalier, que je pense a été répondue en cours
la présentation. Donc, comment on réfère des justiciables au programme de coparentalité de communication. Je pense que c'était clair dans le PowerPoint qu'il devrait y avoir un jugement final qui a été rendu. Par la suite, une demande en modification de ces mesures-là dans laquelle on met en contexte une question d'autorité parentale puis un formulaire à remplir sur le site web de la Cour supérieure. Donc, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter à ça, Maître Collard et Monsieur le juge. Ben, la question parle aussi plus du programme de coparentalité, qui n'est pas nécessairement la coordination parentale où il y a les formulaires. Si c'est le programme de coparentalité, vous pouvez venir soit communiquer avec moi directement, puisque c'est donné par mon bureau en collaboration avec Mme Marquis. Puis sur le site web, vous avez aussi toutes les informations relativement à ce programme-là. Mais juste m'envoyer un courriel à moi, je devrais être capable de répondre à vos questions à ça. Puis c'est sûr qu'on a besoin de participants parce que vu que c'est obligatoire dans le cadre du projet de coordination parentale, il faut qu'on ait assez de participants pour former des groupes là, qui vont se suivre. C'est des cohortes, comme on a dit tantôt, dans le fond, 3 fois 2 heures. Merci beaucoup. Prochaine question, c'est de Maître Ian Soloway qui demande est-ce que le programme de coordination parentale est disponible si le jugement final a été rendu dans un autre district autre que Montréal? Alors, c'est une excellente question. Euh, Ce qui importe, c'est le district qui est saisi de la nouvelle demande. Alors, si la nouvelle demande, par exemple, en modification des mesures accessoires ou en changement de garde, ou peu importe, est introduite à Montréal parce que les parties ont déménagé depuis que le dernier jugement a été rendu, alors dans ce cas-là, oui, les parties pourront recourir au programme. Mais si le jugement est rendu dans un autre district et que les deux parents demeurent encore dans cet autre district-là, ça signifie que Montréal n'est territorialement pas compétent, alors non, on ne pourra pas en bénéficier. Maintenant, peut-être que vous vous dites, ouais, mais si on dépose la demande dans le district de Montréal et que les parties ne soulèvent pas l'incompétence territoriale de Montréal, est-ce qu'on peut en bénéficier? Euh, Écoutez, je vous dirais là-dessus que la question de juridiction territoriale, si mon souvenir est exact, et je suis pas mal sûr qu'il l'est, n'est pas d'ordre public. Si personne ne soulève l'incompétence du district de Montréal, en théorie, les parties pourraient y avoir droit, mais ça pourrait soulever d'autres problèmes. Alors, je vous garantis pas que ça va passer à toutes les fois. Ça va être examiné. On vous a parlé des conditions, l'examen du dossier que je vais faire. Alors, ça peut être un critère qui va être pris en considération. Donc, à la base, moi, j'aurais le goût de vous dire, respectons les dispositions du Code de procédure civile sur la compétence territoriale et la suite va bien aller. Merci beaucoup. Il y avait un commentaire de Maître Ginette Laflamme qui est déçu que ça se limite juste à Montréal. Donc, peut-être on peut poser la question, est-ce que, j'imagine que ça c'est un projet dont on veut voir si, premièrement, ça va bien marcher et est-ce qu'on a des indices que si ça marche bien, que ça va être introduit dans d'autres districts? Bien, à la base, le problème en est on a eu besoin d'une subvention du gouvernement, hein. Tout part de là. C'est ça qu'on a attendu pendant des années et des années. Alors, ça relève essentiellement du politique. Euh, donc, j'aurais le goût de vous dire, vous savez à qui vous adresser. Nous, on a fait beaucoup de pression pour pouvoir bénéficier, et nous n'étions pas les seuls. Madame Filion a travaillé très fort et il y a beaucoup d'autres intervenants. Ça a pris beaucoup de temps, bien honnêtement, avant qu'on obtienne une réponse favorable du gouvernement pour ce projet-là. Alors, l'idéal serait qu'il y en ait partout. Euh, Quelle sera la suite des choses? Je n'en ai pas la moindre idée. C'est le politique qui va décider. Au terme des 2 années du projet, il va y avoir des rapports qui vont être faits. Évidemment, le gouvernement va être informé de la suite des choses. Et à partir de là, ben, vous le savez aussi bien que moi comment ça peut aller. J'en ai aucune idée. Merci beaucoup. Est-ce que le Prochaine- oui. service, excusez-moi, Mme Cousteau, mais le service est quand même offert en privé, là. Donc, je sais que ce n'est pas un projet et ce n'est pas subventionné, mais j'invite les gens à communiquer avec le Centre Consensus. On a quand même une liste des gens qui ont été formés, puis il y en a à travers le Québec qu'on forme. On forme même des gens en Europe, là, donc c'est vraiment ouvert partout, là.
Merci beaucoup. Donc, prochaine question, Maître Amanda Gibault, qui dit merci premièrement. Et étant donné la controverse concernant la détermination du haut niveau de conflit versus violence familiale, pourriez-vous commenter la pertinence de ce programme pour les familles à la frontière? Est-ce un processus utile, même si nous qualifions la problématique plutôt de violence que de haut niveau de conflit? Bon, alors, c'est une question qui est très importante. Je réalise que je n'ai pas fait mention des critères d'exclusion, si on veut. Bon, on vous a déjà dit, il faut que les parents soient représentés par avocat, mais qu'ils soient représentés par avocat ou pas, euh, quand il y a une dynamique de violence, ce n'est pas des dossiers qu'on va accepter en coordination parentale. Quand il y a un ou l'autre des parents qui est quérulent, qui a été déclaré quérulent, ce n'est pas des dossiers qu'on va accepter en coordination parentale. Et quand l'enfant ou les enfants visés par les procédures font l'objet d'un signalement à la protection de la jeunesse, ils n'ont pas accès à la coordination parentale. Maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, parce que, comme vous le dites, la frontière n'est pas toujours facile et la violence est rarement admise par ailleurs, elle est souvent contestée. Le premier critère, c'est que pour faire une demande de coordination parentale, il faut que les deux parents soient d'accord. Alors, euh, c'est déjà un bon indice que si les parents sont d'accord et qu'on peut s'assurer évidemment là, que le consentement est libre et éclairé, là, ça, on vous l'a dit, la première rencontre sert notamment à ça, première rencontre avec le juge. Alors, si on est à la frontière de la violence, le juge, si ça a passé la première étape avec moi, le juge qui entend les parties pour la première fois va aussi vérifier cet aspect-là. Alors, il n'y a pas de réponse standard à votre question, qui est excellente par ailleurs, mais ça va être du cas par cas. Et les parents, les avocats vont avoir l'occasion de s'exprimer à la première rencontre. Alors, on peut, on peut croire que si on se rend là, c'est qu'il y a une volonté des parents. Et peut-être que si les deux sont d'accord pour aller en coordination parentale, c'est que la violence, s'il y en a, euh, ne semble pas un obstacle pour les parents. Mais à sa face même, si le dossier révèle qu'il y a de la violence, c'est un critère d'exclusion du programme. Autre chose importante aussi à mentionner, c'est que dans le premier bloc de 10 heures avec le coordonnateur, c'est aussi le moment où le coordonnateur va lui-même faire son évaluation. Donc, on prend en connaissance tout le dossier, toutes les expertises qu'il y a au dossier, les procédures. Tout ça, moi, je dis ça en tant que coordonnateur. Et également, dans le cadre du projet, on a l'obligation d'appliquer DOORS, qui est un outil de détection de violences familiales et conjugales. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'outil, je vous invite à aller chercher ça là, sur l'Internet. DOORS, c'est un programme de détection qui a été développé en Australie et qui est maintenant en voie d'adaptation en français pour être appliqué au Québec. Et on a eu l'autorisation d'utiliser le programme en français et en anglais. Tous les coordonnateurs parentaux vont être formés à DOORS. Moi, je le suis déjà. Et donc, cette évaluation-là de violence va être faite au début, mais aussi tout au long du processus. Ça fait partie de ce qu'on doit faire en tant que coordonnateur pour s'assurer de la sécurité de tous les participants, que ce soit les parents ou les enfants. Très intéressant. Donc, prochaine question de quelqu'un anonyme. Donc, bonjour. Pourquoi limiter l'accès à la coordination parentale aux parents ayant déjà reçu un jugement final? Quoi des parents dont les dossiers sont ouverts depuis plusieurs années, qui se trouvent dans une impasse en termes de coparentalité, ce qui ralentit de manière conséquente la fixation d'une audition au fond? Vous l'avez abordé un petit peu, Maître Collard. Voulez-vous répondre à la première partie? Je répondrai à la deuxième. Oui. Ben, c'est le principe de la coordination parentale qui est l'application. On a des parents à l'application d'un jugement, donc il faut absolument qu'on ait un jugement final. Ça fait partie là, des lignes directrices de l'EFCC qui viennent des États-Unis qui ont été adaptées au Québec. Donc, c'est important que ça soit fait de cette façon-là. Et je vous dirais que s'il y a des impasses, continuez de parler de coparentalité, bien, il y a tous les autres services que j'ai parlé, le coaching, les cours, le programme de coparentalité qui pourraient aider ces parents-là à avancer.
Parce que des fois, l'éducation qu'ils vont recevoir en coaching ou dans les ateliers va leur permettre à ce moment-là d'aller en médiation puis de régler les impasses là, qu'il y a dans le dossier. Et il y a également les CRA. Je ne veux pas non plus trop envoyer les gens au tribunal. Je sais que c'est difficile d'avoir des fois des dates de CRA, mais ça aussi, c'est une option là, qui est là pour ces parents-là. Mais je vous laisse compléter, monsieur le juge. Oui, en fait, moi, ce qui m'interpelle évidemment, et ça le fait toujours, c'est la fixation d'une audition au fond, quand elle est ralentie, cette audition. Autrement dit, on parle des délais. Euh, Sachez d'une part, parce que là, peut-être que je saisis mal la question, mais on dit qu'il se trouve dans une impasse en termes de coparentalité, ce qui ralentit la fixation d'une audition au fond. Alors, euh, évidemment, pour fixer une date d'audition, il faut que le dossier soit en état. Il y a l'échange de documents, participation à la séance d'information et tout ça. Ça, nous, on a peu de contrôle là-dessus, à moins qu'il y ait un problème, auquel cas vous venez devant nous en gestion, puis on tente de solutionner le problème. Une fois que le dossier est en état, nos délais, dès qu'on dit délai, c'est toujours trop long à mes yeux. Mais nos délais en ce moment pour fixer, là, on parle de Montréal. Et là, évidemment, sur les délais, je ne vise que Montréal. Je ne voudrais pas m'aventurer sur les délais des autres districts, mais pour fixer en 2-1, pour les mesures provisoires, où là, dans ce cas-ci, dans notre cas à nous dont on parle, on va toujours être en modification d'un jugement déjà rendu. Donc, on ne parle pas du fond en 15-7, on parle toujours du 2-1, à moins que ce soit une audition de plus de 3 jours. Mais les auditions en 2-1, vous avez une date selon la durée de l'audience, qui est entre avril et juillet. Alors, c'est long, mais on a déjà vu pire. Donc, on peut avoir une date en quelques mois pour faire l'audition de la demande. Évidemment, si on parlait de divorce au fond, là, c'est beaucoup plus long, mais notre projet de coordination parentale vise les situations où un jugement a déjà été rendu. Alors, je ne crois pas que le fait que les parties ne puissent pas participer à la coordination parentale fasse en sorte que les délais pour fixer une date d'audience vont être plus longs. Euh, Évidemment, c'est malheureux. Ce qu'on souhaiterait, c'est que tout le monde puisse participer à la coordination parentale, mais on a dû faire des choix et la situation, le résultat est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Mais en termes de délai, comme je vous le disais, les délais ne sont pas si pires, bien qu'ils soient trop longs. Et si vous avez des soucis, si vous avez des difficultés avec la partie adverse, n'hésitez pas à venir en gestion devant nous. Les juges qui siègent en gestion, leur objectif, c'est que le dossier soit mis en état le plus rapidement possible pour qu'une date d'audience puisse être fixée le plus rapidement possible. Donc, prochaine question, je pense que c'était un suivi par rapport à la question de Maître Chevalier parlant de la référence des justiciables au programme de coparentalité. Je pense que ça a été répondu par Maître Collard. Donc, si jamais il y a des clarifications, Maître Chevalier, juste nous l'indiquer, puis on va retourner à votre question. Maître Jessica Zigarelli nous pose la question, est-ce que la coordination parentale peut avoir lieu si la DPJ est impliquée, puis entre parenthèses, sur les mesures, si on est en mesure volontaire? Bon. Ben, alors, on a dit s'il y a un signalement, c'est un critère d'exclusion. Et Maître Collard, n'hésitez pas à compléter si vous l'estimez nécessaire, mais si la DPJ est impliquée, c'est qu'il y a un intervenant de la DPJ qui est impliqué. Et ça vient vraiment changer la nature des relations entre les parents et le coordonnateur parental, s'il y avait de la coordination parentale. Alors, c'est un peu là, ce qui explique là, cette exclusion. Oui, exactement. Puis le rôle, dans le fond, de la personne qui est en charge de l'application des mesures volontaires, c'est son rôle un peu de coordonner tout ça. Il y a des projets aussi à la Cour du Québec de coordination parentale qui ont déjà existé. Et oui, c'est possible d'être nommé, mais ce n'est pas dans le cadre du projet là, à la Cour supérieure. Ça serait vraiment privé. C'est du cas par cas un peu. Ça dépend de la collaboration qu'on a de tous les intervenants à la DPJ aussi. Prochaine question de Maître Rebecca Ettingen. Pourquoi le juge en coordination parentale ne reste pas saisi pour entendre la balance du litige s'il y a lieu? Mais c'est une très bonne question. Euh, et je vous dirais que la réponse n'allait pas nécessairement de soi parce qu'il y aurait probablement eu certains avantages
à ce que ce soit le même juge, mais on a vu plus d'avantages à ce que ce ne soit pas le même juge. Et essentiellement, on peut faire un parallèle avec les conférences de règlement à l'amiable. Comme vous le savez, un juge qui préside une conférence de règlement à l'amiable ne peut pas entendre le dossier par la suite s'il n'y a pas d'entente. C'est un peu ça aussi. C'est qu'on veut que les parties qui s'expriment devant le juge, puis ça peut être, je vous l'ai dit, ça peut être informel, ça ne sera pas des interrogatoires contre interrogatoires, ça peut être fait de façon non assermentée. Alors, on veut que les parents puissent s'exprimer librement. On veut que les parents et les avocats sachent que le juge qui est devant eux, c'est pas lui qui va entendre le procès si jamais il y a un procès. Alors, on pense que c'est vraiment pour mettre toutes les chances du côté de la réussite de la coordination parentale que ça a été décidé. Merci beaucoup. Et prochaine question de Maître Karina Cloutier. En effet, très beau projet qui mériterait d'être mis en place dans d'autres districts. Je pense que c'est plus un commentaire qu'une question. Donc, merci pour votre commentaire. Puis dernièrement, on a Maître Linda Fortier qui nous pose la question s'il s'agit d'un dossier de divorce, est-ce qu'on a besoin d'un jugement de divorce pour être éligible aux subventions gouvernementales? Oui, parce que ça vous prend un jugement final. Alors, jugement de divorce n'est pas en révision d'un jugement déjà existant. Donc, oui. Parfait. Il nous reste un petit peu de temps, donc s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, c'est maintenant de les poser. On va vous donner peut-être un petit 30 secondes pour réfléchir à cet égard-là. Pendant que les participants réfléchissent à l'idée d'intervenir ou pas, j'ajouterais peut-être quelque chose. Euh, on vous a dit que une des conditions était qu'une demande ait été introduite en révision d'un jugement déjà existant. Sachez qu'en théorie, rien n'empêche dans les dossiers où où les deux avocats sont déjà identifiés avant même qu'une procédure ait été introduite, et puis que par la force des choses, les avocats sont amenés à communiquer entre eux dans un dossier précis. Rien n'empêcherait de convenir à l'avance, avant même le dépôt de la demande introductive d'instance en révision de jugement déjà existant, de déposer une demande de coordination parentale. Vous n'avez pas de garantie qu'elle va être acceptée, mais vous allez en avoir une bonne idée si les conditions sont déjà satisfaites, parce que mon objectif, ça ne sera pas de barrer la route, là. Ça va être de les accepter, là. Je vais refuser. Quand deux parties signent une demande pour participer à la coordination parentale, la dernière chose que je vais vouloir faire, c'est les empêcher d'en bénéficier. Alors, si toutes les conditions sont satisfaites, vous pouvez, je pense, être confiant que la demande soit acceptée. Alors, il pourrait arriver qu'il y ait entente entre les parties de participer à la coordination parentale, soit de façon concomitante ou même avant même le dépôt d'une procédure judiciaire. Par contre, la procédure judiciaire elle-même, elle est nécessaire. Elle doit être déposée. Vous pouvez évidemment aussi, puis je pense que c'est là qu'on va le voir le plus souvent, convenir d'aller en coordination parentale après que la demande a été introduite. Et ça peut être, il n'y a pas de délai. Vous pouvez avoir une demande qui roule depuis un an, dans la mesure où il y a un jugement final qui a déjà été rendu. Toujours cette condition-là. Mais la demande actuelle, la demande pendante, peut avoir été notifiée, déposée il y a un an. Il n'est pas trop tard pour aller en coordination parentale. Ça peut se faire à tout moment. Merci beaucoup. Donc, on a des questions qui ont rentré entre-temps. On a Maître Valérie Laberge qui, premièrement, dit très bonne conférence. Merci pour votre ténacité envers ce projet et pose la question, le processus de coordination parentale sera-t-il confidentiel en cas de procès? Le coordonnateur parental peut-il être appelé à témoigner? Je pense que ça a été quand même C'est ça, c'est non abordé. confidentiel, c'est important, là. Et donc, oui, on peut être appelé à témoigner. Important type de témoin de fait. On n'est pas des experts, on est vraiment un témoin ordinaire. Mais oui, on peut être appelé. Très intéressant. Puis, on a Maître Alice Popovici qui pose la question, est-ce que le tribunal peut conseiller d'office les parties de prendre part au programme? On le souhaite. Absolument. On le souhaite. Parfait. Et on a Maître Charlotte Auger-Chamonix qui pose la question, quels documents liés au dossier de coordination parentale feront partie du dossier de la Cour en cas d'échec de processus? Très bonne question. Oui, c'est une bonne question. Les annexes, la demande et les annexes n'en feront pas partie.
la décision que je vais rendre pour accepter ou pas la demande, c'est une décision, mais qui va être dans une lettre, ça sera au dossier. Ne serait-ce que pour garder une trace du juge qui aura agi dans le dossier de coordination parentale pour éviter qu'on lui confie un dossier contesté. Même si ça arrivait, il ne l'entendrait pas, mais nous, pour aiguiller les dossiers, là, c'est toujours bien qu'on sache à l'avance quand un juge ne peut pas entendre un dossier. Alors, il y aura ma lettre qui sera au dossier. Pour la suite, pour ce qui est du déroulement de la coordination parentale, bien évidemment, s'il y a des décisions qui ont été rendues par un juge sur des éléments contestés, je vous l'ai dit, il y aura un PV. Alors, s'il y a un PV, ça va au dossier, bien entendu. Merci beaucoup. Et on a une autre question de quelqu'un anonyme. Est-ce qu'il serait une bonne pratique d'inclure une disposition en lien avec la coordination parentale dans les consentements finaux? Ben, je vois rien de mal à le faire, mais ce que je vois peut-être, là, et ça, je réfléchis à voix haute, est-ce que la personne qui a posé la question a ceci en tête, c'est-à-dire que en cas de nouveau litige entre les parties, celle-ci s'engage à demander de participer à la coordination parentale? Ben, il n'y a pas de mal à le faire. L'effet de cette clause-là me paraît assez limité. Premièrement, ça se peut que la coordination parentale n'existe plus s'il y a un nouveau litige qui surgit quelques années plus tard. Et, euh, et on ne pourra jamais opposer à une partie qu'elle a signé une telle clause dans un consentement pour la forcer à participer contre son gré si elle a changé d'idée à la coordination parentale quelques années plus tard. Alors, je vois pas de mal à le faire. Je ne sais pas si, Maître Collard, vous avez quelque chose à ajouter, mais je vois pas de mal à le faire, mais l'effet me paraît peut-être un peu limité. Oui, étant un processus volontaire, l'effet va être assez limité. Et il y a aussi quand même une évaluation qui est faite à chaque fois par le coordonnateur pour être sûr que c'est le bon service au bon moment pour cette famille-là aussi. C'est que ça se peut qu'avec le temps, les choses aient changé, puis peut-être que juste un petit ajustement en médiation ferait l'affaire aussi. Là. Donc, c'est pas mauvais, mais comme vous dites, la mise en application, il n'y aura pas beaucoup d'effets. Bon, ben, merci beaucoup. Puis donc, c'est ce qui conclut notre période de questions et du coup, la conférence d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Monsieur le juge et Maître Collard, pour votre belle présentation. Au nom du Barreau de Montréal et de ses quelques 16 000 membres, je vous remercie pour votre précieuse collaboration. Je remercie encore une fois les partenaires du Barreau de Montréal, donc le CAIJ, Mon Petit Recrutement Ressources humaines et la financière des avocates et avocats. Merci également à vous tous pour votre participation. J'espère que vous avez, comme moi, apprécié la présentation. Donc, à noter, on l'a déjà mis dans les réponses à nos questions, que vous recevrez dans les prochains jours la présentation PowerPoint et sera également disponible sur la page de l'activité sur le site du Barreau de Montréal. Et en terminant, le Barreau de Montréal me prie de vous informer que les attestations de présence vous seront transmises par courriel dans les prochaines semaines. Donc, sur ce point, je vous souhaite à tout le monde une bonne journée. Merci, Maître Mancuso. Merci, Maître Collard. Merci à tous. Merci. Merci à Merci. tous. Au revoir. Au revoir.